Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15. Le débrief, troisième partie consacrée, vous en avez l'habitude désormais, au foot en région. La troisième partie de ce 8e épisode aujourd'hui, elle a pour invité Tony Théo, le capitaine de l'US Granville, qu'on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Salut Tony. Bonjour à tous. Et toujours à mes côtés, évidemment, l'indéboulonnable, le fidèle, Mathieu Billot de Foot Normand. Re-salut Mathieu. Salut Christophe, salut Tony, salut à tous. Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15. Troisième partie consacrée donc à l'US Granville, l'un des trois représentants normands en National 2 avec le FC Rouen et la réserve du Stade Malherbe. On va rappeler un peu le contexte parce qu'il y a eu quand même pas mal de changements cet été dans la Monaco du Nord. Un changement de président tout d'abord avec le départ de Dominique Gortari, en poste depuis 14 ans, remplacé par Benjamin Bahut, 34 ans, qui était déjà membre du conseil d'administration. Changement de coach aussi avec le départ de l'emblématique Johan Gallon, notre consultant au passage dans ce débrief. Il était en poste depuis 8 ans et il a été remplacé donc l'été dernier par Sylvain Didot qui a notamment dirigé Guingamp en Ligue 2 et puis un effectif qui a aussi pas mal bougé avec de nombreuses arrivées. Mais au milieu de tous ces changements, il reste quelques historiques, dont Tony, qui est donc l'invité du débrief aujourd'hui. Tony est présent dans le club maritime depuis 2016 et capitaine de cette formation grandvillaise. Tony, comment est-ce que vous avez vécu tous ces changements à l'intersaison ? Est-ce que ça fait peur quand une page se tourne comme ça ? Parce que voilà, il faut appeler un chat un chat, c'est une véritable page qui s'est tournée à l'US Granville cet été. Peur au départ, oui, non, parce que on sentait que c'était la fin de quelque chose et forcément quand le coach annonce qu'il part et puis que 15 jours après c'est le président, tout de suite quand on est joueur on se pose des questions, on se demande où va le club et puis très vite, très rapidement on a eu les réponses à nos questions en nommant très rapidement un nouveau président. Et puis je crois que 3-4 semaines après à peine il y avait déjà un nouveau coach de nommé, donc on savait déjà dans quelle direction le club allait, donc ça a rassuré un petit peu tout le monde. Ouais, Tony, on le disait tout à l'heure, tu fais partie de ces historiques du club de Granville. Quand tu as vu le président Gortari partir, Johan Gallon faire ses valises également, quelques autres joueurs partir, Robin, le frangin, qui était parti lui la saison dernière. Est-ce que vous n'êtes pas dit à un moment donné aussi, c'est peut-être l'heure aussi pour moi de la tenter, cette nouvelle aventure ? Ça aurait pu. Le discours d'un nouveau président ou même d'un nouveau coach aurait pu se dire Tony, t'as fait ton temps ici, t'étais un homme un petit peu de Johan Gallon où t'étais le capitaine et c'est peut-être aussi le moment pour toi de tourner la page. Peut-être que ça aurait pu être un discours aussi pour moi qui m'attendait, donc je m'étais préparé aussi. Maintenant, ça a été un tout autre discours qui m'a été prononcé, donc ça m'a aussi beaucoup rassuré. Et une fois qu'on me donne cette confiance-là, moi j'essaye de faire du mieux possible pour leur rendre. Ouais, donc du coup, Tony, est-ce qu'on ressent une sorte de fierté à rester l'homme de base d'un club avec des hommes différents parce que c'est admirable de le faire avec un coach. C'est d'autant plus difficile de le faire avec des coachs différents. Ça prouve la qualité du joueur et aussi la qualité de l'homme, tout simplement. Aussi, ouais, c'est aussi le but d'être resté, c'est de ce challenge-là, c'est d'essayer en tout cas d'avoir le même rôle que j'avais avant. Donc ça passe d'abord par les prestations sur le terrain, et puis une fois que les prestations sont satisfaisantes, le coach vous remet dans un même statut entre guillemets. Donc ça a été mon premier objectif. Et puis le deuxième objectif, c'est d'encadrer aussi cette équipe, d'être un peu le relais entre le coach et puis les joueurs. Et surtout, on a aussi pas mal de jeunes joueurs cette année, donc c'est aussi un rôle de cadre et un rôle de meneur par rapport à cette jeunesse. Ouais. On va reparler un petit peu forcément de l'US Granville. En début de saison, on a eu l'impression qu'avec tous ces changements, la greffe a eu un peu de mal à prendre. Il y a eu l'élimination prématurée en Coupe de France au 6e tour contre l'AG Caen. Après tout, ça arrive, c'est le charme aussi de la Coupe de France. Et plus globalement, en championnat, là, aujourd'hui, après 12 journées, là, vous êtes 13e, donc ce qui correspond à la place de premier non relégable. Vous avez 4 points d'avance sur la zone rouge. On rappelle qu'il y a 3 descentes dans le championnat de N2. Après, il faut préciser quand même que cette place ne reflète pas totalement la réalité du classement qui est extrêmement serré dans votre groupe de N2, puisque vous comptez qu'un seul point de retard sur le 7e, qui est aujourd'hui le FC Rouen. Et même si on se projette un petit peu plus loin, le podium n'est qu'à 6 longueurs. Du coup,
c'est quoi un petit peu le sentiment là, qui anime l'US Granville ? Est-ce qu'on se dit que vous êtes parti pour une saison où on va jouer un petit peu le maintien, ou vous vous dites y a peut-être moyen quand même de faire un peu mieux et de viser peut-être un milieu de tableau, voire une première partie de classement ? Là, les prochains matchs vont nous dire un petit peu, là, il nous reste 2 matchs avant la trêve, déjà pour voir dans quel wagon on va pouvoir se situer. Si on arrive à faire 2 résultats positifs, on peut être tout de suite dans la première partie de tableau et être 5-6e. Si on a 2 résultats un peu négatifs, on sait qu'on va être 12 ou 13e à la trêve, donc on sait qu'on va devoir jouer aussi un maintien à un moment donné, parce que c'est hyper serré. Si on gagne 2 matchs, on bascule dans un très bon wagon, mais ça peut aller très vite aussi derrière, parce que les équipes de derrière gagnent aussi, à part l'équipe de Vitré qui est un petit peu décrochée pour le moment. Mais tout le reste, ça se vaut. C'est un groupe de N2 qui est très homogène, avec beaucoup d'équipes qui se valent. Il y a de la qualité dans tous les clubs, ça travaille bien dans tous les clubs. Donc c'est extrêmement serré. On voit que même le premier Versailles qui a perdu l'autre jour contre la réserve de Caen perd aussi contre une équipe comme ça. Nous, on a toujours fait des bons résultats contre les mieux classés, mais on a toujours aussi eu des résultats un peu décevants contre des équipes moins bien classées que nous. Donc c'est très, très compliqué, mais il faut être le plus régulier possible pour accrocher un bon wagon pour pas se faire trop peur. Je rebondis un petit peu sur ce que tu disais. Tu disais oui, peut-être que si on a 2 mauvais résultats d'ici la fin de l'année, ce qu'on ne vous souhaite pas bien entendu, on jouera le maintien. C'est quelque chose auquel vous êtes préparé, ça vous, entre guillemets, ça vous fait pas peur, vous vous dites si on doit le jouer, on le jouera, il n'y a pas de souci? On n'aura pas le choix. De toute façon, on sait que depuis le début de saison, on a du mal à être régulier dans nos performances à l'intérieur d'un même match et puis ensuite sur plusieurs matchs. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on est classé à la 13e place. On n'a pas beaucoup perdu, mais on n'a pas beaucoup gagné non plus. On a fait beaucoup de matchs nuls. Donc on sait très bien qu'à un moment donné, si on n'arrive pas à gagner plus de matchs le plus rapidement possible, on va devoir batailler jusqu'au bout avec 6-7 équipes pour ne pas descendre, parce que je pense que jusqu'à la fin de la saison, même en étant classé 7-8e, on sera quand même à 4-5 points de la relégation, tellement ça va être serré. Tu faisais référence, vous semblez plus à l'aise contre les équipes de la première partie de tableau. Les derniers résultats semblent aussi le confirmer, parce que vous restez quand même sur 2 résultats positifs. Il y a eu cette victoire notamment à domicile contre Saint-Privé-Saint-Hilaire, qui est aujourd'hui 4e, 2-1, donc c'est loin d'être anecdotique. Et derrière, vous avez fait match nul à Blois, qui je crois est 5e, si je ne me trompe pas, 2 partout. Est-ce que tu sens que justement vous montez en puissance et que ça commence un petit peu justement à prendre, et voilà, là on va peut-être voir le vrai US Granville dans les prochaines semaines? Ouais, on arrive à être un peu plus régulier. Je pense qu'à l'intérieur d'un même match, c'est un peu mieux. Je pense que tout le monde a pris conscience aussi le fait qu'on n'a pas de marge par rapport aux autres équipes. Donc dès qu'on est un peu moins bien dans l'investissement, dans la générosité, dès que tout le monde n'est pas à 100% de son potentiel, c'est tout de suite plus compliqué. Et on l'a vu sur des matchs où on a été très à l'aise, par exemple à Plabennec, où on mène 1-0, on fait une super première mi-temps. Et sur la deuxième mi-temps, on repart très mal, on repart avec beaucoup moins d'intensité. Et puis une équipe d'en face, l'inverse. Et puis on voit qu'on finit le match à 3-1 pour eux. Donc je pense que ça a été une prise de conscience un peu générale de la part de tous. Il y a eu aussi l'élimination en Coupe de France qui a fait que. Mais du coup, depuis c'est un petit peu mieux. Après, ça demande toujours à confirmer, parce que on a toujours ce petit problème de régularité sur la durée. Il y aura donc un gros match à Louis Dior, Tony, la réception du leader, la réserve de Lorient, ce sera à 18h samedi. On sait qu'il n'y a pas forcément eu que des moments simples depuis le début de la saison à Louis Dior, avec les supporters. Il y a eu des moments de tension, certains qui commençaient évidemment à demander le retour de Johan Gallon. Ça a fusé évidemment dans les tribunes de Louis Dior. Est-ce que c'est pas le moment idéal qui peut justement, alors non seulement vous permettre de réenclencher une dynamique, on y faisait allusion tout à l'heure, mais quelque part aussi, il faut bien le dire, de vous remettre le public grandvillais dans la poche en cas de belle performance samedi soir? Oui, c'est sûr, c'est à nous aussi de leur montrer ce qu'on vaut vraiment. On l'a fait déjà il y a 3 semaines contre Saint-Privé, en étant mené 1-0 et en retournant la situation, en marquant dans les arrêts de jeu sur un super coup franc de Ralph Cotoy, où c'était un bon moment, parce que quand on marque comme ça dans les arrêts de jeu, c'est un peu la folie un peu dans le stade, et puis je pense que ça a fait beaucoup de bien à tout le monde, à nous en premier, et puis aussi au club, mais aussi aux supporters. Donc forcément qu'en accueillant la belle réserve de Lorient qui caracole en tête depuis le départ, et si on arrive à faire un bon résultat et surtout un bon match, je pense que ça fera aussi taire un petit peu tout le monde. Ouais, Tony, dans la partie consacrée au Stade Malherbe et au Havre tout à l'heure, on parlait du mercato. Alors évidemment, tu n'es pas décideur en la matière, quoique ça pourrait aussi bouger du côté de l'US Granville. En tout cas, l'entraîneur Sylvain Didot ne l'a pas caché dans la presse ces dernières semaines, qu'il aimerait renforcer ce groupe, notamment offensivement. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu quelques joueurs à laisser là ces derniers jours. C'est ce qui se dit, c'est ce qui se murmure, que ce groupe pourrait évoluer dans les prochains jours, les prochaines semaines. Oui, peut-être. Je suis pas vraiment dans la confidence. Après, je pense que oui, comme tout club qui est un petit
pas en difficulté, mais qui se cherchent un petit peu plus, cherchent aussi des joueurs qui puissent renforcer l'équipe. Alors après, c'est pas évident parce qu'il y a aussi un budget à tenir et puis on n'a pas un budget non plus illimité. Donc il faut trouver à la fois et les joueurs qui peuvent nous renforcer, qui apportent vraiment une plus-value à cette période de l'année et qui plus est rentrent dans les limites d'un budget. Donc je pense que c'est pas facile non plus de trouver le joueur qu'il faut ou les joueurs qu'il faut. Donc je pense qu'ils sont en recherche. Après, si ça vient, tant mieux. Si ça peut nous aider encore plus, tant mieux. Après, sinon, on fera avec les joueurs qu'on a. Et il y a déjà quand même assez de qualité dans ce groupe-là. Tony, on va aussi en profiter pour parler un petit peu de toi. On parle éventuellement des joueurs qui pourront arriver. Toi, tu es dans quel état d'esprit là un petit peu sur ta carrière? Est-ce que tu te dis que t'es proche un petit peu de la fin ou pas du tout? Tu te dis tiens, moi j'imagine bien encore jouer 2 ans, 3 ans, 4 ans à un niveau équivalent, voire même supérieur. C'est quoi un petit peu l'état d'esprit qui t'anime? C'est une bonne question. Après, tant que le plaisir est là et que la santé va et que le niveau reste cohérent par rapport à ce qu'on me demande de faire, faut continuer parce que pour l'instant il n'y a pas trop de questions à se poser. Après, forcément que je suis plus proche de la fin que du début. Forcément, à 34 ans, on commence à se poser quelques questions, mais est-ce que ça soit dans mon entourage ou dans ce que je lis ou entends chez certains autres joueurs, ou voilà, faut aller le plus loin possible. Mais c'est surtout une notion de plaisir tant que le matin je me lève et que j'ai envie d'aller à l'entraînement, que le samedi, même quand il y a un déplacement de 4 heures, j'ai quand même envie d'y aller et que je donne tout sur le terrain, faut continuer. Donc pour l'instant, c'est un petit peu ça l'état d'esprit. Ouais, et l'envie aussi peut-être de profiter justement de ces dernières saisons, d'en profiter à fond, parce qu'on se dit que une fois que ce sera terminé, faudra passer à autre chose. Ouais, c'est ça, c'est totalement ça. On prend limite des fois même plus de plaisir dans des plus petites choses parce qu'on se dit que on est proche de la fin et ce sont peut-être les dernières années. Même un parcours en Coupe de France, j'ai été très déçu cette saison de me faire sortir parce qu'à chaque fois, ça fait 2 ans qu'on se fait sortir quasiment au premier tour avec Granville et puis chaque saison, je me dis ça se trouve c'était la dernière fois que j'allais participer à une Coupe de France. On ne sait jamais de quoi il fait l'avenir, donc forcément il y a cette notion de plaisir à aller chercher et tant qu'elle est là, faut continuer. En dehors de foot, est-ce que tu as déjà, enfin on imagine que oui, que tu as déjà réfléchi un petit peu à la suite, tu sais dans quoi tu veux t'orienter, tu sais vers quoi tu veux aller? Ouais, je me forme depuis des années dans le rôle d'éducateur pour être peut-être un futur coach. Donc dans tous les clubs où je suis passé, j'ai toujours été éducateur et en ayant une équipe à charge. Là, c'est ce que je fais encore actuellement, où je suis responsable des U14, U15 du club. Donc ça me permet d'allier et mes séances joueurs de la semaine, plus 4 séances la semaine avec les jeunes. Donc ça me fait une bonne semaine remplie, puis ça m'oblige à travailler, à réfléchir, à faire des séances et à préparer une suite qui peut être par ce biais-là. Et d'avancer aussi sur la formation, sur les diplômes? Ah, c'est ça, donc là j'ai un diplôme, j'ai le BEF qui me permet d'avoir un niveau régional pour pouvoir entraîner. Après pour passer un diplôme supérieur, c'est le DES qui permet d'entraîner en National 3 et National 2. Après pour passer celui-là, c'est plus compliqué d'allier l'aspect joueur avec ce diplôme-là. Donc si un jour je veux vraiment aller à ce diplôme-là, ça peut mettre une croix un petit peu sur le côté joueur. Donc ce sera une discussion à avoir aussi à un moment donné avec mon entourage et puis avec le club aussi pour voir ce qu'on fait. Bon, le côté éducateur, c'est quelque chose de famille. Ton frère également, je crois, l'est du côté de Vitré aujourd'hui, où il dirige les U17 NAS, si je me trompe pas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Et forcément, tous les deux, vous êtes à bonne école. On va le rappeler pour ceux qui ne le savent pas, mais forcément avec votre papa, Pascal, qui a été entraîneur du Stade Malherbe, qui a été notamment directeur du centre de formation, qui a sorti nombre de jeunes et qui officie aujourd'hui en Afrique, dans des académies. Il est en Côte d'Ivoire, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a une filiation du coup avec le papa sur le côté éducation? Il y a des conseils, il y a des orientations qui sont prises? Ouais, on en discute, on échange souvent sur des entraînements, sur ce que lui fait, ce que nous on propose aussi à nos jeunes et forcément qu'on lui demande des fois certains conseils. Après, il n'est pas non plus omniprésent à nous dire ce qu'il faut faire ou il nous laisse très libre et puis c'est avec plaisir qu'on échange avec lui s'il y a besoin. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a transmis ou c'est le football tout simplement qui vous a orienté vers ce côté éducateur? C'est un petit peu des deux. Je pense que forcément qu'on a baigné dans ce milieu-là depuis tout petit. Moi, à partir de 4-5 ans, j'étais avec lui sur les terrains de foot tous les week-ends. Dès que je pouvais aller dans les vestiaires, j'allais dans les vestiaires. Enfin, on a baigné un petit peu dans ce milieu-là, donc forcément ça
ça donne aussi peut-être des envies. Puis quand on a connu quasiment que ça, on réfléchit pas à ce qu'on peut faire d'autre que de baigner dans le foot. Donc à un moment donné, oui, ça vient de là. Et puis après, de par aussi nos expériences de joueurs, je pense qu'on a aussi vécu des choses importantes en tant que joueur et avec des coachs différents. Et je pense que ça a aussi donné envie peut-être de continuer là-dedans après. Ouais, Tony, si à un moment donné tu as besoin aussi de voir autre chose, vu les qualités de communicant et d'orateur, consultant radio, ça peut être pas mal aussi. Hein. Ouais, mais ça on verra bien. Après, moi j'aime bien le terrain quand même, donc bon, faudra peut-être allier les deux, on verra. Exactement, il y aura bien le temps pour cela. Merci beaucoup en tout cas à Tony d'avoir été l'invité du débrief de Radio VFM et Foot Normand aujourd'hui. Plein de bonnes choses évidemment à toi l'US Granville pour les semaines et les mois qui viennent. On rappelle qu'il y a un très joli match, une belle affiche en tout cas au stade Louis Dior de Granville. Ce sera samedi soir à 18h pour le compte du championnat national 2 avec la réception du leader, la réserve de Lorient, 18h je vous le rappelle. Après il y aura un déplacement à Guingamp et après on aura l'occasion de fêter comme il se doit la fin de l'année et de repartir pour encore plein d'émotions avec l'US Granville en national 2 la saison prochaine. Grand merci Tony. Merci à vous. Et à très bientôt. Mathieu, c'est toujours important d'aller comme ça au cœur des clubs, d'aller voir un petit peu ce qui se passe chez un club emblématique du foot normand aussi, parce que évidemment quand on parle de l'US Granville, il y a ces épopées en Coupe de France que les joueurs, que le staff, que les supporters et que les journalistes de la région n'oublieront jamais. Bien sûr, ça a été des moments marquants de ces dernières années, et puis bon, la volonté aussi de l'émission, c'est de parler de tous les footballs, de tous les clubs. La semaine dernière, c'était du côté du FC Rouen, aujourd'hui c'est du côté de l'US Granville, et demain ça sera un autre, et encore une fois, on a fait pas mal de focus, notamment à travers la Coupe de France. Bon voilà, aujourd'hui c'est presque terminé, il nous reste un seul représentant du côté de la Normandie avec QRM qui va accueillir Laval, ça se déroulera le week-end des 18-19 décembre. Voilà, malheureusement Évreux n'a pas réussi à franchir l'obstacle du 8e tour, ils ont perdu au tir au but, ils menaient 1-0. On a une pensée pour l'équipe de Romaric Butel parce qu'on aurait bien aimé qu'elle fasse un petit parcours et qu'elle ait la chance d'accueillir pourquoi pas une Ligue 1 parce que je pense que c'est un club qui le mérite. Donc voilà, on va continuer comme ça à faire le tour des clubs normands. C'est indéniable en tout cas que cette édition 2021-2022 de la Coupe de France n'aura pas été un grand cru pour les clubs normands. Non, c'est dommage parce qu'au 7e tour, il y avait quand même 11 représentants, dont les 3 clubs professionnels, et malgré tout, il y avait quand même déjà l'élimination de 2 de nos plus hauts représentants, parce qu'il n'y avait ni l'US Granville ni l'US Avranches. Donc on pouvait se dire que ça pouvait être pas mal, mais ça n'a pas souri. Il y a eu pas mal de défaites au tir au but. C'est une épreuve qui n'a pas souri aux représentants normands cette année. Voilà, on espère que la saison prochaine sera un petit peu mieux. L'épisode 8 de ce débrief de Radio VFM et Foot Normand à retrouver évidemment sur les réseaux sociaux de VFM Radio et de Foot Normand bien évidemment. Prochaine étape la semaine prochaine. Grand merci Mathieu d'avoir partagé encore une fois ce moment à nos côtés aujourd'hui. Merci à Quentin Radic qui a assuré la réalisation de ce débrief. Portez-vous bien, très belle semaine et à la semaine prochaine. Bye bye. Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VFM et le Foot Normand.